Merci beaucoup. Merci aussi infiniment pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être en face de vous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là en présentiel. Et merci pour ces mots d'introduction. Alors, comme ça a été rappelé, cet ouvrage que je vais vous présenter a été coécrit par Aude Bernheim et moi-même. Donc, on est tous les deux scientifiques de formation et donc cofondatrice de cette association What Science, qui était vraiment une association féministe et scientifique, dont un de nos buts était vraiment d'explorer le lien entre la technologie et l'égalité femmes-hommes. Donc cet ouvrage, c'est vraiment une continuation de notre engagement associatif qu'on a vraiment fait en parallèle de nos journées de scientifiques dans nos laboratoires respectifs. Et cet ouvrage s'inscrit dans une collection qui s'appelle la collection Égal à Égal et qui est soutenue par le Laboratoire de l'égalité, qui est vraiment une institution, une association phare en France pour la promotion de l'égalité femmes-hommes dans plein de domaines différents. Et donc évidemment, le thème de l'ouvrage se situe vraiment à l'intersection entre deux univers. Le premier, c'est évidemment l'IA. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une explication de pourquoi c'est important, mais plutôt comment nous, on a décidé de le définir dans l'ouvrage. Donc pour nous, le but de l'IA, c'est vraiment de créer des machines qui sont capables d'analyser l'environnement et de prendre des décisions. Et ceux qui codent ces IA sont des algorithmes qui sont partis. Donc il faut comprendre que l'objectif de l'ouvrage, c'était vraiment de démocratiser les intersections entre l'IA et la parité. Et donc l'idée, c'était de toucher à un grand public, donc d'être assez accessible. C'est un ouvrage qui est plutôt court, donc c'est 40 pages. Donc d'un côté, on a l'IA et de l'autre côté, on a évidemment la thématique de la parité, qui est toujours un vrai enjeu de société. Et donc malgré le 21e siècle et malgré MeToo, on est toujours dans une société dans laquelle les femmes gagnent moins que les hommes à poste égal et à compétences égales. Ça reste un enjeu d'actualité et on est effectivement loin d'en être tiré. Et en fait, nous, quand on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là, on a vraiment voulu avoir une démarche de questionnement. Donc, on a essayé de décortiquer les liens entre ces deux thématiques en se posant des questions assez simples. Déjà, est-ce que les femmes sont absentes du secteur et si oui, pourquoi? Est-ce que la technologie elle-même et ses choix sont imprégnés de biais sexistes et si oui, par quel mécanisme? Comment est-ce qu'on peut essayer de mitiger ces potentiels biais technologiques qui induisent des biais sexistes? Et ensuite, pour pas être juste complètement déprimé à la fin de la lecture de l'ouvrage, comment est-ce qu'on peut utiliser cette IA pour faire progresser l'égalité? Et donc, le premier constat qu'on a fait, c'était un constat d'échec, à savoir que l'IA se décline quand même globalement au masculin. L'IA, c'est un domaine qui emprunte à énormément de domaines différents, les mathématiques, l'informatique, et ce sont quand même des disciplines scientifiques qui aujourd'hui sont majoritairement représentées par les hommes. Et on sait que même une fois que les femmes rentrent dans ces secteurs-là, elles ont 2 fois plus de chances que les hommes de les quitter. Et ça se répercute jusqu'en haut de l'échelle, on va dire, de la reconnaissance, où on n'a que 3 femmes sur 65 qui ont été, auxquelles on a décerné le prix Turing depuis 1966. Et donc, pour une question de temps, je ne vais pas aller dans les détails, mais on sait que ça n'a pas toujours été le cas, cette représentation des femmes. Il y a eu des époques où les femmes jouaient un rôle plus important. Et c'est vraiment les stéréotypes genrés qui ont été établis par une société de consommation qui ont conduit à cette lente disparition des femmes du secteur. Alors certes, on fait le constat que les femmes sont très peu absentes, mais est-ce que ça veut forcément dire que l'IA elle-même est biaisée? Théorie, si on a publié un ouvrage là-dessus, c'est que la réponse se rapproche du oui, mais on se rend compte qu'il y a un peu un phénomène d'apprentissage sous influence, que nous, on appelle un peu la contagion sexiste des algorithmes. C'est peut-être un peu extrême pour cette audience, mais je pense que les gens, en tout cas le grand public, a vraiment compris ce qu'on essayait de faire transparaître par cette métaphore-là. Et la façon avec laquelle on a procédé, c'était de s'asseoir avec nos copains qui, eux, sont des spécialistes, et nos copines d'ailleurs, qui sont des spécialistes en algorithmique, en intelligence artificielle, et vraiment d'essayer de décortiquer quelles sont les étapes par lesquelles on passe quand on construit un algorithme, et comment, et surtout à quel endroit est-ce que des biais, et en particulier des biais sexistes, peuvent potentiellement s'immiscer. Par exemple, alors là, c'est vraiment un résumé, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais une des premières étapes quand on essaye de créer un algorithme, c'est de définir notre objectif, et cet objectif doit se traduire en une séquence, on va dire, de décisions. Et donc, l'exemple qu'on prend souvent, c'est vraiment celui de créer un algorithme qui détecte le meilleur élève. Donc, on est tous d'accord sur l'objectif, détecter le meilleur élève, mais ça peut se traduire de plein de façons différentes. Ça peut être le meilleur élève, c'est celui qui a la meilleure note à la fin de l'année, qui a la meilleure progression, qui a la meilleure participation. Et en fait, cette traduction-là de l'objectif de l'algorithme en une suite on va dire, d'actions concrètes, elle peut en fait être
pas mal sujette à un certain nombre de biais, dont en fait le moyen de se prémunir, c'est vraiment de multiplier les acteurs. En fait, si on a une population homogène derrière les personnes qui pensent ces algorithmes, on a plus de chances quand même d'éviter de rentrer dans un écueil où, bon, bah, si on a tous été sélectionnés de la même façon, on va tous avoir l'impression que le meilleur élève correspond à cette définition. Dans un certain nombre de cas, donc notamment les algorithmes d'apprentissage supervisé, une fois qu'on a défini cet objectif, on va évidemment entraîner notre algorithme. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec ces notions-là. Et un des biais majeurs dans les algorithmes d'apprentissage supervisé, c'est notamment la qualité des bases de données d'entraînement. Donc cette image-là est prise de ImageNet. ImageNet, c'est une base de données de référence qui peut associer une légende à une photo, et on voit tout de suite que une femme blanche avec un voile blanc va être annotée comme étant une femme mariée, tandis qu'une femme avec un voile plutôt rouge va être annotée comme étant une performance artistique. Dans tous les cas, c'est une femme mariée. Juste dans un cas, c'est en Orient, dans l'autre cas, c'est en Occident, mais on se rend compte que c'est pas seulement des sexistes, mais c'est aussi des biais culturels. La personne qui a mis cette annotation, a priori, n'est pas vraiment consciente qu'on n'est pas toujours obligé de se marier en blanc. Et donc ça, potentiellement, la conséquence, c'est que on se retrouve avec une mauvaise généralisation de notre algorithme à la population à laquelle il va être appliqué. Un autre exemple, c'est évidemment l'évaluation. Une fois qu'on a notre algorithme qu'on a entraîné, on va essayer d'évaluer à quel point il est performant. Et un des exemples vraiment édifiants, c'était notamment celui du logiciel Compass. Et ça avait été mis en avant par ProPublica, qui est une agence de journalistes. Donc, l'objectif de Compass, c'était un algorithme d'aide à la décision au juge américain. L'idée, c'était de prédire quelle était la probabilité du taux de récidive de certains prisonniers aux États-Unis. Et cette prédiction de si oui ou non il y avait un haut risque de récidive devait permettre au juge de décider de la peine qu'ils allaient attribuer aux prisonniers. Et donc là, vous avez deux prisonniers, Vernon Prater à gauche et Brishna Borden. Vernon Prater a commis deux vols à main armée en suivant un grand vol, tandis que Brishna Borden, elle, a commencé par faire quatre délits juvéniles et n'a pas eu de suite à ça. Donc a priori, en tant qu'humain, si on se dit qui est-ce qui a la plus grande probabilité de récidiver, a priori, on se dirait tous que c'est plutôt Vernon Prater. Et ce qui est intéressant, c'est que Compass nous a sorti complètement l'inverse, à savoir que Brishna Borden était classifié à beaucoup plus haut risque de récidive que Vernon Prater. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en creusant un peu, voilà ce que les journalistes ont découvert. En fait, le logiciel commence par faire des prédictions. Donc là, vous avez la population blanche incarcérée et la population noire incarcérée. Et malheureusement, pour tout un tas de raisons socio-économiques et d'inégale opportunité, les personnes de couleur noire incarcérées, il y a plus de personnes noires incarcérées aux États-Unis que de personnes blanches, et notamment aussi plus de risques de récidive. Et donc, Compass a prédit que sur ce pool, 6 personnes noires étaient classées à haut risque contre 3 personnes blanches. Et jusque-là, c'est peut-être une triste réalité, mais il n'y a pas de biais. Il n'y a pas de biais technique dans ce qui a été fait. C'est juste que malheureusement, les personnes noires ont de moins bonnes conditions socio-économiques, ce qui les conduit à commettre plus de délits. Mais par contre, comme tout logiciel et comme toute personne, le logiciel Compass se trompe et donc présente des faux positifs, c'est-à-dire il va classer des gens à haut risque, mais qui ne récidiveront pas. Et là, on se rend compte qu'au final, sur les 3 personnes qui avaient été prédites à haut risque blanches, il y en a une qui n'a finalement pas récidivé, et du côté des personnes de couleur noire, il y a 2 personnes qui ont été prédites à tort comme étant à haut risque, et donc Brishna Borden serait l'une d'elles. Et donc, ça a fait pas mal de bruit parce que les journalistes de ProPublica ont dit non, mais attendez, ce logiciel Compass est complètement raciste parce que dans l'absolu, il y a 2 fois plus d'erreurs pour les personnes noires que les personnes blanches. Sauf que les personnes derrière l'algorithme ont dit non, pas du tout, on s'est trompé dans un tiers des cas. Dans un tiers des cas, il y a 30% de faux positifs. Donc nous, on n'a pas grand-chose à se reprocher. Et en fait, savoir qui a raison, c'est pas du tout aussi évident que ça. Et la réponse va plutôt résider dans quel type de société on veut s'inscrire plutôt que dans une réponse, on va dire, mathématique. Pas dans tous les cas, évidemment, mais dans ce cas-là, on doit se poser la question, est-ce que c'est la proportion qui importe ou est-ce que c'est le nombre absolu? Et finalement, un des derniers, on va dire, avantages et inconvénients de tout ce secteur-là, c'est quand même qu'on a tendance aussi à beaucoup s'entraider les uns des autres et à réutiliser des codes ou réutiliser des bases de données. Et donc, notamment, la réutilisation des codes et des bases de données peut conduire à une propagation d'erreurs, donc à une propagation du biais, notamment pour ImageNet, qui est la base de données de référence des images.
bon, bah, si on la réutilise et que cette base de données est biaisée, on va propager notre erreur, mais l'avantage, c'est que bah, dès qu'on la répare, en fait, on va aussi propager cette réparation beaucoup plus rapidement. Donc, dans les quelques minutes qui me restent, j'ai envie d'apporter une note un peu plus positive. On s'est aussi demandé comment on pouvait utiliser l'IA, cet outil aussi puissant, pour en fait en faire un levier de l'égalité. Tout d'abord, en mettant des chiffres sur les choses. L'intelligence artificielle, c'est quand même un incroyable outil pour permettre de faire des diagnostics à haut débit, que ça soit analyser à haut débit la représentation des femmes dans le milieu du cinéma ou dans le milieu de l'audiovisuel. Le fait de se rendre compte que les femmes ne sont présentes et ne parlent à l'écran qu'un tiers du temps comparé aux hommes, ça a quand même permis une certaine prise de conscience dans le milieu hollywoodien. On n'a pas été vraiment capable de savoir dans quelle mesure les gens ont agi derrière, mais ça a au moins permis de faire prendre conscience. Et moi, je suis une grande avocate de ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, mettre des chiffres sur les choses, c'est toujours important. Récemment, il y a eu cette étude qui a analysé 3,5 millions de livres et qui nous donne une bonne idée de quelles sont les représentations féminines et masculines qu'on fait dans la littérature, donc qui nous nourrit. Donc les adjectifs positifs reliés à des femmes sont plutôt de l'ordre de elles sont belles, elles sont jolies, elles sont chastes, elles sont fertiles, elles sont sexy, tandis que les hommes sont plutôt rationnels, prodigieux, braves et intelligents. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte que toute cette littérature-là, là, c'est vraiment quantifié et c'est plus monsieur ou n'importe quel individu qui dit ben non, c'est pas vrai, moi j'ai lu un livre super féministe. Non, là, c'est 3,5 millions de livres et c'est ça qui va façonner la façon avec laquelle on se représente les uns les autres et c'est important de le voir inscrit noir sur blanc. L'IA peut aussi être génératrice d'égalité. On sait aujourd'hui, par exemple, que sur Wikipédia, il y a plus de 90% des biographies qui sont des biographies d'hommes. Il y a des initiatives exceptionnelles comme celle de Jess Wade qui essaye de renverser cette balance et donc qui a créé un certain nombre de biographies Wikipédia de femmes elles-mêmes. Mais cette société-là, Primer, est allée encore plus loin, cette initiative, pardon, et a créé cet algorithme qui s'appelle Primer qui génère automatiquement des biographies de femmes sur Wikipédia en allant chercher, en allant scraper des données sur Internet. Donc l'IA peut aussi être un énorme levier pour l'égalité. Et on peut aller encore plus loin, et il faut aller plus loin. On peut, par exemple, créer des logiciels qui permettent d'aller recruter des profils sur Internet ou sur LinkedIn, mais obliger le logiciel à nous ramener autant de candidats de femmes que de candidats d'hommes pour certains types de postes. Donc, ce serait de l'action affirmative, on va dire. On peut développer des outils de diagnostic ciblés à l'égalité professionnelle. Par exemple, est-ce qu'on peut analyser la répartition du temps de parole dans une salle et savoir qui coupe la parole à qui, encore une fois, pour mettre des chiffres sur les choses. Et on peut imaginer aussi, par exemple, transformer tout un texte en langage épicène, c'est-à-dire un langage non genré. Donc voilà, beaucoup de biais potentiels, mais aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, je vais finir là-dessus en vous remerciant et en vous... Donc, le livre est disponible en librairie indépendante, mais surtout, on a créé tout un tas d'outils et de supports, notamment une BD, notamment des vidéos et des expos qui sont toutes libres de diffusion. Il suffit juste d'aller sur ce site-là et vous avez tout un tas de supports qui permet aussi de diffuser les idées du livre sans forcément avoir besoin d'acheter les livres. Voilà, je vous remercie et puis je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question, c'est est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, mais j'arrive pas à arrêter. Oui, alors j'avais vu ce chiffre de 56% des femmes qui quitteraient un travail technique. Oui. Je voulais savoir, donc autant on comprend que l'accès, évidemment, est déjà biaisé culturellement ou de toute façon, mais la question de quitter un travail technique, alors est-ce que vous en savez plus là-dessus, sur les causes et en tout cas sur ce qui est affirmé par les femmes qui quittent leur travail? Est-ce que ça, c'est quelque chose de clair? Oui, alors dans ce rapport-là, je suis ravie de vous partager le rapport. C'était spécifiquement sur les biais sexistes dans les milieux des sciences et technologies, et en particulier dans les sciences du numérique. Et donc, en fait, ce que les femmes qui quittent ces secteurs-là donnent comme explication de pourquoi elles ont décidé de partir, c'est quand même dû plutôt à une culture pas très bienveillante vis-à-vis des femmes. Donc, c'est une fois qu'elles sont dans l'entreprise, c'est des remarques, c'est pas le même accès aux opportunités, c'est les stéréotypes, les discriminations, parfois même le harcèlement, qui font que ça crée un environnement dans lequel elles n'ont pas forcément envie de rester. Donc, heureusement, ça change. Moi, je suis plutôt du camp des optimistes de façon générale, mais ce chiffre-là me fait aussi me réaliser que c'est sympa d'être optimiste, mais il faut être réaliste.
Et donc, la raison pour laquelle on a 56% de ces femmes, qu'elles ont 56% de plus de chances de sortir du secteur que les hommes, c'est dû aux discriminations dont elles font l'objet quand elles sont en entreprise. D'accord. Il y a une question à distance. Est-il toujours possible de détecter ces problèmes de biais culturels ? Mais dans les algorithmes ou chez les humains en général, alors en tout cas, je peux vous dire que chez les humains, on a par exemple une initiative assez incroyable, il me semble que c'est Stanford ou Harvard, je ne sais plus, ça s'appelle Implicit Association Test. En tout cas, si la question est pour les humains, ça, je peux vous dire que oui, c'est tout à fait possible de détecter ces biais culturels. Et je vous encourage vraiment à aller sur ce site. Donc, c'est Implicit Association Test. Et en fait, c'est une batterie de tests qui vous permet de voir quelles sont les associations d'idées que vous faites. Et donc, ça peut être pour détecter si vous avez plutôt des biais, on va dire, sociaux, genrés, ethniques, à quoi est-ce que vous associez l'image du scientifique. Parce qu'en fait, ça vous oblige à faire des associations de mots très rapides. Donc ça, par exemple, c'est un moyen très intéressant d'évaluer nos propres biais culturels chez les humains. Je ne sais pas si pour le moment, un tel outil existe pour les IA, mais je me dis qu'a priori, si on peut faire jouer un humain sur ce Implicit Association Test, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas soumettre une IA au même test. Mais pour le moment, je ne suis pas sûre que ça ait été formellement, on va dire, développé pour une intelligence artificielle. Merci Flora pour le très bel exposé. Les questions de discrimination homme-femme et la question de l'IA a été abordée dans notre rapport. Mais incontestablement, l'ouvrage va plus loin et il est mieux construit. Donc c'est une remarquable source et référence qui servira impeccablement de base discussion pour les années à venir. Trois remarques sur lesquelles je suis intéressé à voir ta réaction. Tout à l'heure, il y avait la petite statistique qui nous disait les hommes sont vus et parlent 2 fois plus que les femmes dans les films, globalement. De mémoire, 2 fois plus, c'est aussi la statistique des enseignants vis-à-vis de leurs élèves. Genre, dans les écoles, l'instituteur ou l'institutrice donne la parole 2 fois plus aux petits garçons qu'aux petites filles. C'est vraiment une question de société et ça ne dépend pas du fait que ce soit un homme ou une femme qui soit l'enseignant. Ça, c'est la première. Donc, il y a ici quelque chose qui n'est pas seulement dans les films, mais aussi dans la représentation inconstante qu'on a les uns les autres de qui a la parole en premier. Deuxième remarque, sur hommes et femmes, on peut faire le test analysant on a des statistiques qu'on peut analyser. C'est beaucoup plus difficile, en tout cas dans certains pays, sur les questions d'origine ou sur les questions de discrimination ethnique, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas l'outil des statistiques ethniques en France. Comment est-ce que alors ici on l'a vu sur le débat pour les prisonniers américains sur blanc-noir avec le logiciel ProPublica, mais plus généralement sur les questions d'intégration, sur les questions de travail et tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur les recherches en cours avec la philosophie qu'on a vue, qui est très intéressante, où on voit le fait que l'IA reproduise les biais, c'est un piège considérable, mais aussi si on renverse, ça peut permettre de détecter les biais que la société a. Et troisième remarque qui va dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est un thème qu'on retrouve chez les spécialistes des biais cognitifs, des Dan Kahneman et autres, et qui est très développé dans le dernier ouvrage que tu as peut-être vu passer de Kahneman, Sibony et Sunstein, qui s'appelle Noise. L'extrême variabilité des processus humains, en particulier à des fonctions, on n'a pas envie qu'ils soient aussi variables. Exemple, les juges, ils ont fait les tests pour certaines offenses normalisées. Là où, je ne sais plus ce que c'est, mais un juge fédéral donne en moyenne 7 ans de peine de prison pour telle offense, la variabilité est de 5 ans ou quelque chose comme ça. Enfin, selon sur qui on tombe, on peut avoir 8 ans ou 13 ans, rien que parce qu'on est tombé sur un juge sévère ou sur un juge plus laxiste. Et comme ça, sur plein d'autres domaines. Il montre que pour les entretiens de recrutement, la variabilité est telle que humain tout seul fait moins bien que l'algorithme d'analyse du CV. Enfin, entretien, c'est moins bon pour recruter que juste analyser froidement un CV détaillé. Mais même, entretien plus analyse de CV, c'est moins bon que analyse du CV tout seul, parce que l'impression humaine, selon que ça s'est bien passé ou pas, on a tendance à écraser le jugement de l'algorithme. Il faut vraiment être bon pour trouver les bons processus de recrutement.
Et là, on voit que la variabilité humaine dans ces cas-là est quelque chose qui peut être à la fois injuste et inefficace. Dans l'entreprise, ça se traduit aussi par des personnes qui ne sont pas à leur poste. Quelle réflexion par rapport au rôle de l'IA? Je sais que c'est un thème sur lequel Kahneman lui-même est réfléchi. Comment est-ce que l'IA peut aider à améliorer tout ça? Merci pour ces retours. On pourrait en parler des heures. Et je vais prendre les 3 points l'un après l'autre pour essayer de partager un peu ce que je pense, notamment sur le côté ça commence à l'école. Et ça commence à l'école sur comment les profs vont s'adresser et qui est-ce qu'ils vont envoyer au tableau et qui est-ce qu'ils vont interroger pour telle et telle matière. Oui, complètement. Là où moi je suis assez optimiste, encore une fois, c'est qu'il ne faut pas croire à la solution miracle. C'est pas juste fixer les algorithmes et mettre des labels et des normes qui vont régler ça. C'est pas juste faire une formation avec les profs à l'école qui vont régler ça. Ça va vraiment être une succession de petits sparadraps couplés avec des grosses chirurgies qui vont faire qu'on va réussir un peu à changer cette mentalité-là. Et moi, je suis vraiment très en faveur pour, encore une fois, encourager les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à se mettre à coder très rapidement, ou alors au moins les familiariser avec la pensée algorithmique à travers des jeux, mais le plus tôt possible, en fait, pour se rendre compte que c'est accessible. Je pense qu'un autre problème sur cette question d'accessibilité, c'est pas juste les stéréotypes, c'est aussi la façon avec laquelle on présente la finalité de l'IA et du numérique et de l'informatique en général. Je trouve que, en tout cas, à l'époque où moi j'ai fait mes études, ce qui n'est pas il y a si longtemps que ça, mais ça commence à remonter un peu, la finalité était tout de même assez technique. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire comprendre que grâce à l'IA et grâce à toutes ces technologies-là, on peut mieux soigner, on peut mieux nourrir, on peut mieux développer une société. Et je pense que cet aspect-là, de le voir évidemment comme un super objet de recherche, mais aussi comme un moyen qui nous permet d'obtenir quelque chose qui est peut-être plus grand que simplement cette technique-là, ça peut ouvrir des perspectives et ça peut donner des idées à plus de personnes que, on va dire, le profil classique. Et on sait que même dans des labos de recherche, la façon avec laquelle on présente l'objectif du laboratoire de recherche va impacter le type de personnes qui vont soumettre des candidatures. Et ça a été montré de façon très qualitative, pas quantitative, mais moi, ça m'a beaucoup marqué que même la façon avec laquelle je présente une thématique, un métier, va vraiment impacter qui va vouloir postuler. Sur l'aspect ethnique, en ce moment, même je crois que c'était hier, il y a notamment Antoine Mazière qui a lancé tout un projet autour de mesurer les discriminations en France, mais sans avoir de statistiques ethniques. J'ai malheureusement pas pu assister à ce séminaire, mais je pense qu'il y aurait peut-être des pistes de réflexion là-dedans, parce qu'il se pose aussi ce genre de questions. Comment est-ce qu'on peut mesurer les inégalités si on n'a pas le droit de mesurer ce genre de statistiques? Et donc, je crois qu'il travaille pas mal là-dessus, donc ça pourrait être une piste de réflexion. Et ensuite, sur la dernière partie, sur Noise, alors malheureusement, je ne l'ai pas lu. Moi, ce que j'entends un peu, c'est peut-être en fait, il faudrait remplacer les humains par des algorithmes, peut-être pour des recrutements ou des choses comme ça. Je n'irai pas jusque-là. Je pense surtout qu'il faut sensibiliser. En fait, alors dans le cas du juge, je ne saurais pas comment faire, mais par exemple dans le cadre des entretiens, si on a autant d'écart, si c'est mieux d'avoir un CV tout seul que d'avoir un CV plus entretien, c'est surtout parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'entretien. Et en quel cas il faut former les gens aussi. Il faut former les gens aux stéréotypes. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en plein processus de recrutement pour monter mon labo. Et je vois qu'il y a des instituts dans lesquels les jurys ont été formés à ces questions de stéréotypes, de biens conscients, etc. Et il y a des endroits dans lesquels ils n'ont pas été du tout. Donc, on peut se former aussi. Moi, je n'ai pas envie demain d'être recruté par un algorithme. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. C'est sympa de dire que c'est mieux d'avoir un examen de CV tout seul que d'un examen entretien, mais moi, en tant qu'humain, j'ai aussi au bout d'un moment envie d'interagir avec un autre humain. Et donc, je préfère interagir avec un humain qui a été formé et qui, du coup, n'aura potentiellement pas ces biais-là que de me faire recruter simplement par une machine. En tout cas, moi, je ne suis pas prête. Donc c'est ce que j'aurais tendance à... Je me dirais, plutôt que de vouloir dire, l'humain ne va pas changer, on ne peut rien y faire, moi, je pense qu'on peut changer, mais il faut former et il faut sensibiliser. Et il faut sensibiliser autant les femmes que les hommes parce que on sait aussi que les femmes sont pleines de biais sexistes qui ne vont pas toujours dans le sens de leur conscience. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci de nouveau à Flora.